La guerre a déjà commencé en Syrie depuis 2010. Fin 2011, ça a commencé à prendre feu à Alep. Et ben, il y a un mec derrière moi, il met sa main sur ma bouche et il commence il veut me tirer vers la camionnette et tout. Et le chauffeur, il dit, vas-y, dépêche-toi avant que ça se crame et tout. Je prends le couteau et je le plante dans sa jambe. Sur le trajet, ben, on se fait arrêter par Daesh. Je descends. Il dit, écoute, tu as deux choix. Soit tu combats pour nous, soit tu es mort, toi et ta famille. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Nicolas Leblond, toi? Bah, je pense que c'est un bon combattant et je l'aime bien. Mais moi, je m'en fous qu'on se tire vers le haut. Certes, on peut se tirer vers le haut en faisant des entraînements ensemble et tout ça. Mais là, il y a une place que les gens sont en train de partager entre lui et moi. Ouais. Et j'aimerais mettre un terme à ça et confirmer Qui est le meilleur de vous deux, quoi? Que c'est moi. Non, c'est pas qui, c'est moi. Et pourquoi pas, on fera ce combat à l'UFC. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous sommes aujourd'hui avec Michael The Soldier Al Jarouj. Comment est-ce que tu vas, Michael? Très très bien, et toi? Super, je te remercie. Bon, c'est quoi toutes ces ceintures-là? Petite collection. Incroyable. Et c'est pas encore fini. Ouais. Donc je te remercie déjà pour ça, d'avoir accepté l'interview et d'avoir ramené toutes tes ceintures parce qu'elles n'étaient pas toutes chez toi. Ah, c'est normal, c'est normal. Donc je vais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, bien évidemment. Alors, Michael The Soldier Al Jarouj, combattant professionnel de MMA dans la catégorie des moins de 57 kg, donc celle des poids mouches. Yep. Tu es né le 21 août 1997 en Syrie, à Alep, si je ne me trompe pas. C'est ça, à Alep. Ok. Tu arrives en France en 2013 à l'âge de 16 ans. C'est ça. C'est pas encore 16 ans, comme je suis né en août. Donc, ok, donc tu es arrivé en début d'année, quoi. Ouais. Okay, donc 15 ans. En février, ouais, je suis arrivé en février. Ouais. 15 ans et demi, tu es arrivé en France. Ouais. C'est 4 ans plus tard que tu commences ta carrière professionnelle de MMA. Tu remportes 3 titres au 100% Fight, donc celui des Contenders et celui du tournoi des 100% Fight. C'est ça. Non, le tournoi, je l'ai perdu carrément. Mais comment ça se fait que tu aies la ceinture alors? Bah, en fait, le tournoi, c'était le 18 janvier 2018. Et c'était un mercredi, mais je me rappelle très très bien même. Et du coup, je perds au premier tour contre Mikhail Konguichev par KO. Ah, c'était ce combat, d'accord. Okay. Ouais, je perds. Après, bah, on refait quelques combats avant réaccéder à la ceinture qui est... Celle-là ou celle-ci? Ah, ouais. Tu les reconnais? Ouais, je les connais. Bah, parce qu'en fait, là, sur le H, il y a un petit trou. Et sur le ceinture, H de champion là, ok. Fight. Ah. Non, sur le Fight, il y a un petit trou. Ah, et oui, ça, okay, c'était la ceinture, la deuxième quand je l'ai défendue. Et bah, du coup, après, je voulais prendre ma revanche contre Mikhail Konguichev. Malheureusement, il se blesse. Du coup, il y a un autre adversaire qui prend le combat en 48 heures, je pense. Ah oui, vraiment. Ouais, Alex Guimand. Et bah, du coup, c'était cette ceinture-là. D'accord. Et après, je défends ma ceinture en décembre contre Mikhail Konguichev. Et ils t'ont redonné celle-ci. Exact. Okay, magnifique. Ouais. Alors, et bien sûr, il y a ma première ceinture, celle de Contender, c'était au 61. Et c'était deux combats dans la soirée. Ouais. Je vais finir la présentation, Michael, si tu le veux bien. Donc, tu as obtenu aussi la ceinture du MMA GP, celle du Jungle Strike qui est juste ici, et celle de Hexagon MMA très récemment. Ouais. Et c'est quoi cette ceinture alors? Alors, je vais la prendre juste pour la présenter. Cette ceinture, c'est la seule ceinture que je n'ai pas combattue. Pourquoi? Normalement, j'étais programmé sur cette organisation-là, EFC, en Suisse. Je devais combattre en 57. On a changé, je pense, 3 fois l'adversaire, on l'a changé. Il n'y a personne qui veut me prendre en 57. Et du coup, on a dit, bon, il n'y a pas de problème, ça sera 61. On change 2 fois l'adversaire. Encore? Ah ouais. Ouais. On arrive le jour J, ok. Pas d'adversaire, mais j'arrive quand même. Il y a un mec à 66. Dans les tribunes, il sort, il monte. Non, il devait aussi être sur la carte. Ok. Et c'était en 66. Et son adversaire, il ne se présente même pas. Et du coup, je me rappelle très bien, c'était à la pesée.
Je regarde comme ça Gaëtan, et là il fait Gaëtan, vas-y, genre demande. Et du coup, je demande, ouais, bah, s'il n'y a pas d'adversaire, bah, vas-y, moi je serais chaud pour prendre le combat. C'était en 66. Et là, ils me disent, bah, écoute, pèse-toi et si tu es au poids, vas-y, on fait le combat. Et j'accepte le combat. Genre le jour même à la pesée, à la pesée, il a dit, vas-y, je prends le combat. Et du coup, je dis, bon, bah, top, il n'y a pas mieux, tu vois. Je me pèse, tout va bien et tout. Bon, j'étais léger par rapport le poids. Il accepte le combat, on accepte le combat. Et après, le lendemain, je pense que c'était vers les 14h, 15h, il reçoit l'appel Gaëtan, il dit bon bah écoutez, ils ont refusé le combat. Donc c'est si refus. J'avais la haine. Tu fais le poids, toute une prépa qui part. Oui, non mais enfin je fais le poids, j'étais déjà au poids parce que c'était à 66 le combat. Hein. Mais je veux dire toute une prépa qui part dans le vent quoi. Il n'y a pas une prépa qui part dans le vent parce que tout ce que tu fais dans le prépa c'est pour toi. Ça servira toujours. Ouais, ça servira toujours. Donc voilà, tout se passe bien. Sauf que bah il n'y a pas de combat. Et du coup, ce qu'ils ont dit, bon écoute, comme tu as accepté tout, tu n'as jamais refusé, on va te donner la ceinture, mais par contre, tu vas la défendre en septembre. Et normalement, bah, je devais combattre pour 100% fight. Enfin, j'ai combattu pour la ceinture de 100% fight, c'était planifié 3 semaines après. On a dit, vas-y, on prend le combat comme ça, on prépare bien le combat de Kanguichev avec un combat aussi, tu vois. C'était même pas les mises de gants et tout. Et boum. Ils me donnent la ceinture, j'ai même pas combattu. Et après, ils ont disparu de la circulation. Ouais. Ah ouais, faillite, on appelle. J'envoie des messages. Je vais combattre en septembre. Plus personne. Et l'organisation n'existe plus aujourd'hui? Je sais même pas. Ok. Je pense qu'ils m'ont bloqué ou un truc, je sais pas. Non, mais l'organe existe encore, pas. Tu penses? Je sais pas. Aucune idée. D'ailleurs, c'était, je pense, le premier combat de Omar Sy, ouais. Incroyable. Ouais. Vous deviez combattre la même soirée ou? Ouais, non, mais c'était c'était la même soirée, ouais. Ah oui, les coïncidences. Et c'est là où j'ai vu cette bête-là. Tu l'as vu Omar Sy, peur. Il faisait déjà peur. Mais par contre, il est trop. Ouais, je pense que c'était son premier combat. Incroyable. Ouais. Et on peut vérifier, hein, mais je suis quasi sûr que c'était le premier combat. Et c'est là où je dis, lui, il ne faut pas rentrer dans la cage. Mais par contre, c'est un amour, le mec. Vraiment, trop gentil. C'est une crème. Ouais, de ouf. Je l'ai vu d'ailleurs devant Ares, devant l'Adidas Arena du dernier Ares. Et il parlait avec plein de fans, il prenait les photos. Franchement, tout souriant, tu vois, il acceptait avec plaisir. Il a même discuté avec un fan pendant plus de 5 minutes. Moi, j'attendais mon tour, j'étais comme ça. Parce que je voulais lui parler. On s'était dit qu'on allait faire un jour une interview. Et après, j'ai vu qu'il parlait. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le laisser tranquille, tu vois. Mais pour te dire, c'est vraiment. Ça a l'air d'être une crème en tout cas. Non, il est gentil, vraiment, il est gentil. J'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Il est vraiment gentil. Il m'a dit d'ailleurs en plus qu'il ne me connaissait pas sur l'apogée MMA. Mais après, dès que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah ouais, tu connaissais pas le parcours? Il me dit, ah, mais j'avais oublié qu'on avait parlé ensemble, etc. Ah, ok, ouais. Mais bon. Voilà, donc on va revenir sur toi, Michael, bien évidemment. Donc aujourd'hui, tu es en 12 victoires. Pour 3 défaites dans ta carrière professionnelle. Tu as combattu dernièrement à Hexagone, donc tu es toujours un combattant de l'Hexagone MMA? C'est oui. Ok. Donc voilà, présentation finie. Comme je l'ai dit en intro, on te surnomme The Soldier. Je sais que tu l'as déjà expliqué en interview, mais j'imagine que les gens ne l'ont pas forcément vu. Oui. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, s'il te plaît, d'où vient ce surnom? Bien sûr. Alors déjà, pour commencer, mon surnom n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. À la guerre, nanana et tout, c'est rien à voir. C'est juste, quand je suis venu à l'Old School Academy avec Gaëtan Hurtel, et je l'ai tout de suite fait confiance. Je lui ai fait confiance aveugle dès le début. Et du coup, je ne discutais pas du tout tout ce qu'il me demandait de faire. Il disait fais ça, je le faisais, fais ça, je le faisais. Je fermais ma gueule et j'exécutais, c'est tout. Et du coup, Gaëtan, il dit lui, c'est un vrai soldat, tu lui demandes de tout, il le fera. Et du coup, ça va, mon soldat. Du coup, je dis bingo, je pense que j'ai un surnom de Soldier. Et c'est venu de là.
de Gaëtan. Toi, tu appelles Gaëtan mon général, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que je l'appelle mon général. Et il n'y a que moi qui a le droit de l'appeler comme ça. Ah ouais, pourquoi? Ah, bah parce que je suis jaloux, moi. Ah, c'est pas tout. Vous n'êtes pas tous des soldats, Mathis, Théo, Amaury. Vous n'êtes pas tous des soldats alors? Alors, c'est pas comme ça, mais je suis le soldat. Ok. T'es le caporal en chef. Hein? T'es le caporal et lui, c'est le général. Ah, on peut pas dire ça. On est tous au même niveau à l'Old School Academy. Des professionnels comme les loisirs, on est tous au même niveau. Et parce que chacun a son rôle, parce que nous, sans les loisirs, on n'existe pas vraiment. Vous vous entraînez tous ensemble en plus? Oui, tous ensemble. Eux, ils viennent quasiment sur tous les événements partout en France. Donc, tu vois, les gars, quand même, ils se déplacent et tout. Donc, c'est juste… il y a mon surnom et… Est-ce que tu vas monter en grade au fur et à mesure? Par exemple, si tu intègres l'UFC… Je serai toujours le soldat de Gaëtan. Toujours de soldier. Voilà, toujours de soldier, ouais. Donc, on va commencer au tout début. Comme tu le sais, j'aime bien raconter le parcours de combattant. Donc forcément, on va parler de ton enfance. Tu es né, comme je l'ai dit, à Alep, en Syrie. Ça. Tu es arrivé à l'âge de 15 ans en France. Donc, il y a une grande partie de ta vie que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment s'est passée justement ton enfance à Alep? À Alep, j'étais un enfant qui était très actif. Moi, ma famille, surtout mes parents disent que je ne marchais pas par terre, je sautais partout. Et du coup, de l'âge de 2 ans et demi, ma mère m'inscrit au Kung Fu Wushu. Parce que comme j'avais plein d'énergie… 2 ans et demi, t'as dit? 2 ans et demi, ouais. En France, c'est pas possible. Non, c'est pas possible en France, mais 2 ans et demi, ouais. Et en Syrie, c'est pas la même chose. Tu apprends des choses à 2 ans et demi? Et il y a toujours des trucs à apprendre. Alors, je me rappelle pas vraiment ce que je faisais, mais par contre, ce que je me rappelle, c'est quand j'ai commencé à me rappeler des choses, il y avait déjà le Kung Fu et le sport de combat dans ma vie. Ça fait partie de tes premiers souvenirs. Exact, oui. Oui, carrément. Et du coup, 2 ans et demi, il m'inscrit. En fait, de base, il voulait juste pour savoir se défendre et aussi avoir confiance en moi. En soi, ouais. Et après, je grandis. Ça a toujours été… le sport de combat a toujours été dans ma vie. Je faisais plein d'activités à côté du Kung Fu, mais en fait, le Kung Fu, c'était comme l'école aussi. Genre, j'ai école et aussi le Kung Fu. Et heureusement aussi, j'étais dans un très bon club, des gens qui étaient très bienveillants. Donc, tout l'enfant a besoin pour apprendre la discipline, apprendre le respect et tout ça. Donc, je grandis avec et à côté, je fais peu de basket avec mes potes parce que tous mes potes ils faisaient du basket. J'étais le seul à faire les sports de combat. Et aussi, je faisais du scout. J'étais un scoutisme aussi à l'église. Donc, quand tu dis du scout, tu parles pas du scooter, tu parles du scoutisme. Scout, ouais. Et je suis resté longtemps. Hein. Mais c'est vraiment comme dans les films américains où tu as le chapeau. Alors, ça c'est les uniformes, oui, mais nous on l'avait pas tout le temps. C'était que sur les événements, les trucs et tout. Donc sur les événements spéciaux où il fallait être en uniforme. Et oui, on était comme ça, oui. Jusqu'à quel âge tu étais scout? Jusqu'à que je quitte la série, jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Et c'est quoi la vie d'un scout? Parce que… C'est trop bien. Moi j'aime bien parce que déjà tu apprends. Il faut respecter le plus grand que toi, le plus gradé que toi. Il y a une hiérarchie. Voilà, l'hiérarchie, tu commences à comprendre tout ça. Et ce qui est bien, c'est le travail d'équipe. Il y a toujours un leader et le leader doit respecter comment on dit, les gens avec qui il est. C'est pas parce que c'est le leader, du coup, il doit les dénigrer, leur parler mal et tout. Mais en même temps, il doit les protéger. Et ces gens-là, c'est une relation pareille. Genre, ils doivent le respecter, le protéger aussi. Et l'écouter, parce qu'il a sûrement plus d'expérience qu'eux. Donc, et moi, j'étais comme ça aussi. Au scout, au fur et à mesure, je montais en grade et tout. Donc, j'étais comme ça, à faire les camps.
y aller faire des marches des kilomètres et des kilomètres. Et ça rime à quoi la vie d'un scout? Parce que moi, en fait, je vois pas vraiment ce que c'est. En fait, c'est à côté de ton école. Alors, nous, on se voyait une fois par semaine. Une fois par semaine. C'était alors de l'âge de. Quand est-ce que j'étais 6 ans, du coup, j'avais. Non, 2005. Ouais, j'avais 8 ans, je pense. Ouais. 8, 9 ans, un truc comme ça. Et de 8 ans jusqu'à mes 15 ans. Et du coup, de 8 à 11, 12, on va dire, c'était le samedi. Et après, quand tu grandis, c'était le vendredi. Il y avait comment on dit, c'est par âge, on ne peut pas être avec les grands. Enfin, c'est un peu comme pas le même centre, activité. En fait. On va dire c'est comme ça, où tu apprends plein de trucs. Les nœuds, par exemple, comment lire la boussole et tout. Comprendre faire des aussi feux de camp, des trucs. Ouais, les feux de camp, mettre les tentes et tout. C'est dur en vrai tout ça, hein, tu vois. Et c'était comme ça. Souvent aussi, tu es raccordé à une paroisse, entre guillemets. Une paroisse? Ça veut dire quoi, paroisse? C'est genre. C'est comme l'église un peu. Une église. Ouais. Ah oui, mais nous c'était à l'église. Saint-Élie. J'ai des de France aussi, donc. Ouais. Incroyable. Du coup, tout ça, c'était lié, c'était déjà présent dans ma vie. Donc. Est-ce qu'à côté de ça, tu avais d'autres passions que les sports de combat et le scoutisme, du coup? Eh en fait, comme les gens disaient à ma mère, ouais, vos enfants sont toujours un peu dans la violence, toujours actifs, sport de combat et tout, alors que ce n'était pas du tout vrai. Elle dit, ah ouais, vous dites ça sur mes enfants, il n'y a pas de problème. Boum, il nous a inscrits au piano. Ah ouais, incroyable. Ouais. Du coup, j'ai découvert un hobby que j'adorais et c'était le piano. Je pense que j'avais 11 ans. 11 ans quand j'ai commencé le piano et je l'ai arrêté, c'est quand je suis venu en France. Pourquoi t'as pas continué? En France, c'était trop dur. Cher aussi, non? Et je pense que c'est cher aussi. Et aussi, en fait, il y a un truc, en Syrie, l'école, c'était de 8h à 13h. Et ça se finit, tu vois. C'était pas comme ici en France, des fois tu commences 8h, tu finis 18h. Donc c'était. Tu avais tout ton après-midi de libre aussi. Exactement ça. J'avais le temps d'y aller à la maison, manger, faire mes devoirs. J'avais le temps libre et boum, ça commençait mes activités, que ce soit scout, kung-fu. J'étais même au fanfare au scout. Ah ouais. Ouais, je jouais tambour. Et du coup, et trompette aussi. Ah ouais, t'as joué à plein d'instruments. Ouais. Et du coup, le piano, quand je suis venu en France, avec le sport, c'était pas possible. Il fallait choisir un des deux. Et en fait, non, je peux pas dire que c'était pas possible, c'était possible. Mais là, j'avais même pas le temps. Non, en fait, j'allais même pas avoir le temps pour respirer après. Ça allait être super compliqué. Et mon choix, c'était vite fait, c'était le sport. C'est un truc que je regrette un peu que j'ai arrêté le piano, mais c'est comme ça. Mais t'as perdu, tu penses? Oui. Ah oui. Des années après, je suis parti chez un ami à nous, Yoni. Ah, il va kiffer là. Lui, il joue le piano et du coup, je dis oui, je peux essayer. Il m'a dit oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu jouais le piano. J'ai essayé et mes doigts ne suivaient plus. Et ça m'a trop énervé. Vraiment, j'avais la haine. Frustré, ouais. Ah ouais, j'avais la haine. Et après, je dis, c'est bon, je sais me battre. Donc, c'est comme ça. Au moins, ça va, il y a quelque chose auquel tu es super fort. Oui, exact. Il y a un moment dans ta vie, enfin, il y a une interview de toi que j'ai écoutée, que j'ai regardée, où tu dis, j'ai failli me faire kidnapper. Je crois que j'ai compris ça. C'est vrai, ouais. Est-ce que tu pourrais raconter cette anecdote? Alors, c'était en 2011 parce que j'étais en brevet et c'était en décembre 2011. Brevet des collèges, ouais. Comment? Non, quand tu dis brevet, tu parles de… Le brevet. Le brevet des collèges, ouais. Voilà, de collège. Et du coup, l'examen, c'était en l'été 2012. On était en 2011, décembre 2011. La guerre
a déjà commencé en Syrie depuis 2010. Fin 2011, ça a commencé à prendre feu à Alep. En gros, pendant… Prendre feu? Ouais, genre les problèmes, les manifs, tout ça. Et parce que pendant un an, Alep n'avait rien du tout. Quand tu dis rien du tout, genre quand tu dis, il se ni passe manif, rien, ni bombardement, ni rien du tout. C'était calme, on vivait normal. Et du coup, en décembre 2011, et je sortais du scout et je partais à mon entraînement. Ouais. Je me rappelle, on avait une réunion, du coup on avait fini un peu plus tard. Et mes potes, ils sont partis, ils m'ont pas attendu, ces petits cons. Ces petits cons. Ouais. Et du coup, je pars tout seul. Et l'endroit là où il y a l'église, en fait, c'est un endroit c'est un endroit super riche. Du coup, il n'y a pas trop de gens dedans et tout. Et je marche et là, je vois une petite camionnette qui marche à côté de moi. Qui roule, ouais. Qui roule, qui marche, ouais, qui roule. Et il y a un mec qui est devant moi, elle est à 50 mètres, 40 mètres, un truc comme ça, il marchait vers moi. Et enfin, je calcule même pas, c'est normal, tu vois. Et à peine arrivé, genre à côté de cette camionnette, et il y a un mec derrière moi, il met sa main sur ma bouche et il commence il veut me tirer vers la camionnette et tout. Et le chauffeur, il dit « Vas-y, dépêche-toi avant qu'on se cramer et tout. Et là, moi, je résiste. Là, comment je le raconte, on dirait que ça s'est passé pendant 10 minutes, mais… Ça allait super vite. Ah, mais super vite, je pense, allez, pas plus de 5 secondes, hein, un truc comme ça. Je résiste, il n'arrive pas, du coup, il change sa main, c'était sa main droite, du coup, il met sa main gauche sur ma bouche pour pas que je crie ou un truc comme ça. Et là, il sort un couteau de sa poche et quand je vois le couteau, franchement, dans ma tête, c'était en ralenti, genre, bon, Michael, écoute, tu vas paniquer, tu vas te faire kidnapper, tu vas mourir, ça trouve que c'est bon, c'est la fin. Reste calme et juste, propose un truc, fais un truc. Et du coup, je vois le couteau et du coup, je le frappe 2 fois au visage. Il lâche un peu sa main. Je prends le couteau et je le plante dans sa jambe. Et, comment tu as réussi à… Ça veut dire que tu as tapé et de l'autre main, il est là, boum, boum. Et il a lâché un peu sa main là. Du coup, j'étais un peu plus libre. Je tourne. Et là, le couteau était dans sa main. Tu l'as pris de la… Non, je ne l'ai pas pris en vrai, c'était dans sa main. Ah, c'est sa main que tu as pris. Et boum, je l'ai planté et… Tu as cavalé. Usain Bolt est sorti, ouais. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Dans quel état d'esprit? Courir vite, juste courir vite. Vraiment, juste courir vite. Et avec l'adrénaline, crois-moi, tu cours trop vite. Tu as couru jusqu'où? Jusqu'à chez mon oncle. Mon oncle, c'était juste à côté là où je m'entraînais, mais j'ai oublié l'entraînement, j'ai tout oublié. En fait, je voulais juste tracer chez mon oncle. Et mon oncle, il habitait au 6e étage, il y avait un ascenseur. Tu as couru dans l'escalier? Dans l'escalier. Et je courais, boum. Je suis arrivé là-bas, je toque, il m'ouvre et là, je rentre et après, je raconte ce qui s'est passé avec moi et tout. Je me rappelle, mon oncle, c'est vraiment un blagueur à mort. Et du coup, en fait, moi, j'avais peur que la police vienne et m'amène en prison parce que je l'ai planté et tout. Et là, mon oncle, il me dit quoi? Il me dit, bah oui, bien sûr, ils vont y aller porter plainte. Ils vont dire, ouais, on a essayé de kidnapper le petit, mais on n'a pas réussi. Et du coup, il nous a planté. Soit il nous plante, mais on le kidnappe, soit on le kidnappe, genre. Il a dit, bah oui, ils vont dire ça. Il a essayé de détendre l'atmosphère. Ouais, et là, justement, c'est à partir de là où toute la famille du côté de ma mère, où ils ont dit, oh, en vrai, il faut qu'on se casse. Faut pas qu'on reste là, ça devient vraiment dangereux. Et c'était commun, les kidnappings un peu comme ça? T'en as entendu parler? Le mien? Oui, enfin, est-ce que c'était commun? Ah oui, ouais. À cette époque? Ah mais c'était commun. Et en fait, les gens, ils ont profité de cette situation, enfin la situation en général, la guerre et tout, et la guerre civile qui était en Syrie.
pour faire de l'argent. Il y en a qui c'était juste des voleurs, ils prenaient en otage, ils appelaient les parents, oui, si vous voulez pas qu'on le tue, vous lâchez de l'argent et on s'en fout, et ils s'en foutaient, genre s'il n'y avait pas de l'argent, ils le tuaient. Hein. D'ailleurs, mon oncle qui a fait cette blague-là, quelques années après, on va dire un an après, je pense, il s'est fait kidnapper, justement, ouais. Et jusqu'à que mon oncle, le plus grand, il est parti donner de l'argent pour libérer mon oncle. Ah ouais, carrément. Okay. Ouais. Et c'était dû à quoi ça? Il y a une explication derrière tout ça? Enfin, la guerre, oui, mais je veux dire, pourquoi il y a eu des kidnappings, tout ça? Comme je t'ai dit, il y en a qui en profitaient, il y en a ils kidnappaient les gens qui n'étaient pas... Enfin, il y avait pour et contre le régime. Et du coup, c'était... Eux, ils kidnappaient de l'autre côté, donc c'était ça, ouais. Et est-ce que tu pourrais recontextualiser pour que les gens ils comprennent la situation en fait en Syrie à ce moment-là? En fait, il y avait, c'était Bachar al-Assad qui était au pouvoir. Ouais. Et en fait, comme la majorité en Syrie, c'était des sunnites, et au pouvoir, c'était alaouites, et du coup, c'était les minorités, les alaouites. C'est des branches de l'islam, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et du coup, ils n'étaient pas contents. Après aussi, je pense que au pouvoir, je pense qu'ils ne faisaient pas des choses bien pour le peuple en général et tout. Donc, il y a eu des manifestations, des trucs pour justement le faire descendre de sa chaise, on va dire. Et du coup, il y a eu une guerre. Guerre civile, ouais. Guerre civile, exact. Maintenant, on va passer à ton départ en France, je pense. Je sais, c'est à cause de la guerre que vous êtes parti. Mais toi, tu es parti seul, à ce que j'ai compris. Avec mon petit frère, c'est ça. Avec ton petit frère, ouais. Exact. Tu n'es pas parti avec tes parents. Non. Donc, pour quelles raisons et comment tu t'es débrouillé une fois avec ton frère ici? En fait, une fois, c'est passé ça. Du coup, moi, j'ai une tante qui vit ici en France. Elle est mariée, elle a des enfants. Du coup, en fait, dès le début, de base, ma mère, elle avait deux choix. Soit on part aux États-Unis chez sa meilleure amie, soit on vient en France chez ma tante, sa sœur. Et elle dit vous partez chez ma sœur. Ma tante a commencé à préparer les papiers pour mon petit frère et moi parce qu'en fait, sur le coup, c'était beaucoup plus facile pour que les enfants, en plus on était mineurs, pour venir en France que venir toute la famille. Et du coup... Malgré le fait que ce soit un pays en guerre à ce moment-là. Oui, justement, ça a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, ils ont vu, on ne va pas laisser, si on peut sauver deux enfants, pourquoi pas le faire. Et du coup, on quitte la Syrie en début de janvier 2013 et on pour au Liban. Et il y a une autre anecdote, si tu as envie de l'écouter aussi, sur le trajet de la Syrie au Liban. Oui, on n'a pas pu prendre l'avion parce qu'en fait, tous les aéroports en Syrie étaient fermés. Et du coup, un peu comme il s'est passé en Afghanistan, un peu. Oui, Libye et tout, c'est pareil. Le premier truc qu'ils font, c'est fermer les aéroports à cause du bombardement et tout ça. On prend le bus normalement. Alors, je vais pas te dire de conneries parce que je me rappelle pas exactement combien du temps ça prend en temps normal d'Alep jusqu'à la Libye. Liban, ouais. Beyrouth. Ouais. Mais c'était genre, je vais dire une connerie, mais peut-être 6 heures, 7 heures max. Là, à cause, comme c'était la guerre, on a plus de 24 heures, je pense, parce qu'il y avait des endroits, il y a des routes, il ne fallait pas le prendre parce que c'était chaud.
Et du coup, on a fait des tours pour arriver là-bas. Et du coup, sur le trajet... à ce moment-là, tu n'étais qu'avec ton petit frère, c'est ça? Non, là, on était avec mes parents. Tes parents, ok. Ouais, mes parents et mon petit frère. Et là, sur le trajet, on se fait arrêter. Je peux le dire, on s'en fout. Ouais. Comme tu veux. Enfin, c'est comme tu veux. Ouais, non, je peux le dire. Oui, tu peux. Ouais, c'est bon. Et du coup, sur le trajet, on se fait arrêter par Daesh. Et à cette époque-là, en fait, le conducteur, l'assistant de conducteur, je ne sais pas comment on va dire. Copilote, ouais, voilà, le copilote. Je suis con, quoi. Le copilote. Il prenait toutes les cartes d'identité de tous les voyageurs, tu vois. Et pourquoi? Pour que si jamais on se fait arrêter par le régime, en fait, quand ils regardent, ok, tout le monde a sa carte d'identité. S'il y en a qui avaient plus de, c'était plus de 18 ans et ils ont leur carte d'identité, ils veulent vérifier s'il a fait le service militaire ou pas. Je comprends. Ouais. Tu vois? Et normalement, là-bas, quand tu fais ton service militaire, en fait, tu donnes ta carte d'identité, ils te donnent une carte d'identité militaire. Dès que tu finis le service militaire, ils te redonnent ta carte d'identité. Et si, par exemple, tu fais les études, il y a un papier qui dit qu'il est en train de faire les études. Donc ça va, il peut ne pas faire ce service militaire. Et du coup, là, c'était Daesh. Ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Je ne sais même pas si ça passe, hein, mais au cas où, je vais tenter. Tu peux... Non, mais t'inquiète. En fait, c'est sur YouTube qu'ils restreignent beaucoup. Mais si si je mets en sourdine le mot, ça passe. Pas grave. T'inquiète. Ouais, voilà. Bref, vas-y, continue. Et du coup, on se fait arrêter. Et là, j'étais un des... je pense que c'était le plus jeune. Parce que les autres étaient beaucoup plus âgés. Et du coup, on se fait arrêter. Et là, il tombe sur ma carte d'identité. Quand il regardait, il dit « Ouais, Alja Rouge, c'est qui ?» On se lève avec mon père et mon petit frère. Il dit « Non, toi, tu viens. » En parlant de toi? Ouais, de moi. Je descends. Il dit « Écoute, tu as deux choix. Soit tu combats pour nous, soit tu es mort, toi et ta famille. » Et je dis écoute, laisse vivre ma famille et je prendrai les armes avec vous. Et voilà. Et du coup, à peine j'ai dit ça, boum, il me donne des trucs, des gilets pare-balles et une arme avec des grenades, des trucs et tout. Et là, en fait, mon père, quand il voit ça, il descend directement. Et il commence à parler avec le mec et le supplier et tout. Et là, mon père, il a dû donner beaucoup d'argent. Et ils m'ont relâché. À une seule condition, il dit si on le revoit, là, vous êtes vraiment morts, tous. Si on te renvoie toi? Si on te renvoie toi? Oui. Ouais. Oui. Et après, on est arrivé en Liban. Enfin, après. Des heures et des heures après. On est arrivé en Liban et ma tante a déjà commencé à faire les demandes de visa. Du coup, là-bas, le temps de faire passer à l'ambassade, faire les interviews et tout, les entretiens, pardon, de pourquoi on veut venir. Oui, pas des interviews. Voilà, pas des interviews. Et tout ça, donc on a eu le visa assez rapidement. Et oui, à cette époque, l'ambassade, elle n'ouvrait pas ses portes à n'importe qui. Mais comme on était des enfants... En France ou en Liban, à Beyrouth, ouais. Et du coup, comme on était des enfants mineurs, en fait, je pense qu'ils voulaient nous aider dès le début. Et boum, on est entré, on a eu le visa. Le jour même, on l'a eu vers midi, 13h on va dire. Le jour même, on a pris les billets d'avion et boum. Le jour même? Le jour même. Ma mère, elle a dit, je cherche même pas à comprendre, vous n'allez même pas revenir en Syrie pour prendre les vêtements et tout. On
On est venu en France avec quelques habits vraiment, les habits qu'on a pris pour rester en Liban. Et on a pris les affaires et on est venu en France. On était là à Charles de Gaulle vers 4h, je pense. Et vers 7h, 8h, j'ai ouvert mon tout premier livre en français pour apprendre la langue. À ce moment-là, tu ne parlais pas du tout français? Ah, rien du tout, à part bonjour, rien. Et quand tu arrives en France, quel a été ton sentiment? Ah, libéré. Ah, je dis c'est bon, là c'est... Parce que tu étais en âge de comprendre en plus à ce moment-là. Oui, mais moi je dis là-bas, j'allais même pas avoir une future vraiment. J'allais devenir personne. Et là, je suis là. Malgré toutes les difficultés que je vais avoir, ça va me forger. Ici, je peux devenir quelqu'un. Là-bas, non. Surtout quand j'allais avoir mes 18 ans, j'allais faire mon service militaire. Ça se trouve, j'allais mourir là-bas aussi. Mais tu allais même combattre pour le régime, comme tu l'as dit, quand tu es descendu du bus. Donc, Non, c'était pas le régime, ça. C'est pour... okay. Voilà. Ouais. Les gens ont compris, je pense. Ouais. Ah ouais. Donc c'était autre chose. Et c'était pas les gens qui étaient contre le régime non plus. Voilà, maintenant, ils ont bien compris. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, à cette période-là, tu avais un rêve? Et si oui, quel était ce rêve? J'ai jamais eu des rêves. J'ai toujours eu des ambitions. Pour moi, des rêves, c'est un truc... je peux rêver, mais sans vraiment atteindre le rêve. J'avais des ambitions et mon ambition, c'était avoir un doctorat en informatique. Et avant même d'avoir le MMA dans ma vie, j'étais au courant du MMA, mais pour moi, j'allais juste continuer comme un sport. Mais tu savais à cette période-là, quand tu avais 15 ans, qu'il y avait des combats de MMA, l'UFC, etc. Oui, tu connaissais déjà? Oui. Donc vous étiez quand même bien informé? Oui. Alors, pas bien informé, mais comme moi je suis curieux et j'aime bien le sport de combat, j'étais au courant de ça. Et du coup, de base, c'était les études. Et après, ce que j'ai fait, vraiment, avant même de commencer à préparer mon entrée au lycée et tout ça, je cherchais les clubs. Et ah oui, alors quand j'ai découvert que le MMA était interdit en France, j'ai dit mon Dieu, mais pourquoi? T'étais dépité. Ah, je dis mais non, on peut pas faire ça. Et après, j'ai compris la pratique était autorisée, mais pas les combats. Oui, l'entraînement est autorisé. Voilà. Et du coup, j'ai compris qu'il y a un truc qui s'appelait le pancras. Bon, je dis bon, c'est très bien, c'est très bien. Et à cette époque-là, j'ai commencé à découvrir les grands MMA en France. Ouais, français. Quand tu parles des grands combattants français, tu penses en vrai, le tout premier que j'ai découvert, c'était Cyril Diabaté. Ah oui? Ouais. Dédicace à Cyril Diabaté. Et c'est comme ça que j'ai découvert qui c'était. Et après, au fur et à mesure, j'ai cherché un club de MMA. Mais bon, c'était trop loin de là où j'habitais, à Créteil, chez ma tante à Créteil. Et du coup, mon cousin, il faisait du judo à Créteil. Et du coup, je suis parti parler avec son entraîneur. Je ne sais pas comment il m'a compris. Je t'avoue, je ne sais pas comment il m'a compris. Cette période, tu parlais pas bien français. Ouais, un mot français, 10 en anglais. Et du coup, mon entraîneur s'appelait Frédéric Barrington. J'ai déjà parlé de lui. Pour moi, ça l'est toujours. C'est un papa pour moi. Je l'aime trop. C'est grâce à lui que je suis venu à l'Old School Academy. Et grâce à lui aussi, j'ai connu cette personne qui est formidable et en or, Gaëtan Hurtel. Et du coup, il m'a compris, il m'a dit « Ok, viens à telle heure, à tel endroit ». Et lui, il faisait du MMA. C'était une fois par semaine. Et après, je suis venu, j'ai kiffé. Je savais qu'il fallait faire un peu de lutte et sol à côté. Du coup, à Créteil, il y avait judo
et jiu-jitsu brésilien. Et ben, du coup, je faisais aussi le cours de judo et jiu-jitsu brésilien, tout pour le MMA. Et après, en fait, à un moment, c'est bon, j'ai eu ce déclic dans ma tête où je dis, c'est ce que je veux faire dans ma vie et je vais tout faire pour réussir. Et le jour où j'ai parlé avec Frédéric, je lui ai dit, écoute, je veux vraiment marquer mon nom dans le… Quand tu dis Frédéric, tu parles de… De Frédéric Barrington, l'entraîneur que… Ouais. Carrément, en fait, avant, quand je parlais de mon ambition, ça me touchait tellement que je me mettais à pleurer, tu vois. Ça me touchait tellement et… Tu t'imaginais déjà Ah oui, je me voyais, c'est pas je m'imaginais, je me voyais déjà. Mais je savais qu'il y avait encore du temps. Beaucoup de marche. Ouais. Et après, en fait, je me rappelle, il m'a fait un câlin et tout. Il m'a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, je peux pas t'amener là-bas. Mais par contre, je peux t'amener là où je peux t'amener à des gens qui peuvent t'amener même plus loin que ça. Mais par contre, tu vas progresser ici. Dès que tu auras un tout petit peu de niveau, tu vas venir à l'old school. C'est comme ça où j'ai découvert l'old school. Et il m'a dit une phrase aussi, il m'a dit, avant de faire l'athlète de toi, je vais faire un homme. Et c'est resté dans ma tête, cette phrase-là. Et c'est exactement la même phrase qu'il m'a dit quand j'ai rencontré Gaëtan et je lui ai parlé de mon ambition et tout. Il m'a dit la même phrase. Et je pense que c'est comme ça que j'ai su que je peux lui faire confiance à Gaëtan. Et voilà. C'est comme ça mon arrivée à l'Old School Academy. Comment est-ce que les gens ils te percevaient? Parce que j'imagine que c'est difficile, le fait que tu arrives dans un nouveau pays, que tu connais personne, mis à part ta tante, ta famille. Comment est-ce que les gens te voyaient et comment est-ce que toi tu les voyais aussi? Alors, quand tu dis les gens, c'est par rapport à qui? Pas forcément tes amis, mais je veux dire les gens autour de toi en fait, quand tu leur parlais. Comme un fou. Comme un fou, ouais. Quand il me disait arrête de rêver, arrête de rêver. Ça c'est une personne sur 1 million qui va réussir. Et moi, quand je disais je suis là, cette personne-là, il disait non mais arrête, continue tes études, c'est beaucoup mieux. Au moins c'est sécurisant et tout. Et c'est ces gens-là parce que en fait ils avaient peur de prendre les risques. Du coup, ils restaient. C'était qui? C'était tes professeurs, c'était tes amis? Non, alors mes professeurs, j'ai une prof qui m'a vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec elle. Oh, incroyable. Gros bisous, Madame Montenegro, qui m'a beaucoup aidé. Cette personne, c'est un amour, vraiment. Et c'était ma prof de français quand je suis arrivé en France. C'était elle jusqu'à maintenant, je pense, c'est sûr, elle s'occupe des étrangers qui viennent en France et du coup, il y a une classe d'accueil. Et c'était elle la prof de français. Et du coup, elle me soutenait et tout. C'était plus les gens, un peu dans ma famille aussi, qui me disaient non, reste dans les études, c'est mieux et tout. Même des amis à moi qui maintenant ne sont plus mes amis, on a juste coupé contact parce que la vie fait que. Ouais. Et c'est tout. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont pris comme un fou. Mais il y a aussi des gens, très peu de gens qui ont cru en moi et la preuve, jusqu'à maintenant, ils sont là avec moi. Ouais. On sait qu'en banlieue ou même en région parisienne, il y a énormément d'immigration. Nous, on vit au quotidien avec des gens qui ne sont pas forcément de la même origine que nous. Mais ça, il y a très peu de Français. Aujourd'hui, en plus, tu le vois avec ce qui se passe, on va dire politiquement. Certes, on n'est pas un média politique, mais c'est important d'en parler. Nous, on a l'habitude de vivre avec des gens qui ne sont pas forcément de la même origine. Mais il y a des gens pour qui l'immigration est mauvaise, qui voient, comme tu le sais, il y a des gens qui voient l'immigration en mal. Est-ce que tu as pu avoir affaire à ces gens, à certaines personnes qui pensent ça? Non? Non, j'ai jamais eu ce problème-là. Quelqu'un qui te parlait de ton origine, qui te disait tu viens de Syrie, etc. Des gens curieux. Ouais. Ah oui, il y a trop de gens, tu viens d'où? De Syrie. Mais ils disaient rien de mal, ils disaient rien de… Après, je pense parce que j'ai tout fait pour être intégré, je fais les efforts pour apprendre la langue, je ne suis pas bon à rien, à s'asseoir, rien faire et critiquer, tu vois. Déjà, en plus, tu représentes la France oui. quand tu combats.
alors qu'on va revenir plus tard, mais déjà, tu n'as pas forcément les papiers, ce que j'ai compris, ou c'est en cours de régularisation. Exact, je suis en cours de régularisation pour avoir la naturalisation, c'est ça, oui. Donc ça prouve déjà ton amour pour la France. Oui. Oui. Bah, mais en vrai, mais j'ai jamais eu des critiques par rapport à ça. Au contraire, toujours, ah ouais, ça fait combien de temps que tu es là? Bah, ça fait que 2 ans et demi. Déjà et tout, tu as eu ton bac, en plus bac. Tu vois, j'ai toujours eu des... T'as eu ton bac en plus? Oui, j'ai eu. En fait, j'ai fait seconde, première S, terminale S et première année de fac. Et après, j'ai tout arrêté pour le MMA. C'était difficile, j'imagine, en plus, toi qui ne comprenais pas forcément le français au début. Ouais, c'était dur, surtout quand j'ai passé mon bac de français, c'était au bout d'1 an et demi, je pense. Bah oui, c'était c'était rapide, 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, j'ai passé mon bac de français et je me rappelle, je pouvais avoir comme une lettre pour que ces profs-là, les examinateurs, voilà. J'ai refusé la lettre, j'ai dit non, j'ai refusé. Moi et un ami à moi qui s'appelait Dia, pareil, on a dit non. C'est bon, on est là pour, comme tout le monde, donc voilà. Et du coup, je suis tombé sur une prof qui était gentille et m'a pas du tout demandé pourquoi j'ai un accent, pourquoi... m'a examiné, c'est juste à la fin, je me rappelle, elle m'a vu en dehors de la classe et c'est là où elle m'a parlé, ah bravo, franchement, je suis très fière de toi et tout, et tu sais, mais tu devais avoir une lettre comme quoi, que je dis oui, mais j'ai refusé, je dis c'est pas grave, je prépare comme tout le monde et c'est un examen quoi. Et 1 an après, j'ai eu mon bac et après 1 an de fac et là j'ai dit stop. Incroyable. Comment tu as fait pour apprendre le français aussi vite? Je suis quelqu'un de... je m'en fous si je fais des erreurs. Jusqu'à maintenant, je fais des erreurs. Je suis pas timide. Je fais des amis. Je me suis fait des amis facilement. Je demande aux gens de me corriger. Jusqu'à maintenant, que ce soit ma copine, mes potes et tout, sauf Alvin. Mais lui, il me corrige, mais quand je dis par exemple import, il me dit mais non, c'est import. Que des trucs comme ça. Au moins, ça te force il se fout de ma gueule tout le temps, donc Wako. Amaury. Le Wax, il me corrige beaucoup et il est très bienveillant. On sait comment il est. Il est très bienveillant. Même en message, il me dit ouais, je pense que tu aurais dû dire ça, mais pas ça, tu vois. En plus, il enregistre, tu vois. Et ce que j'aime bien chez lui, moi, ça ne me dérange pas que tu me corriges devant milliers de personnes, je m'en fous. Au contraire, je prends ça comme en fait, s'il me corrige, c'est qu'il prend soin de moi. En vrai, il ne veut pas que. Mais Wax, ce qu'il faisait, c'est que. Soit il vient à côté de moi, il me dit genre en chutant et tout, tu vois, pour pas que je sois gêné, à côté des autres, tu vois. Et lire, je lisais, c'était dur, hein. C'était dur. Lire. Ta langue maternelle, c'est l'arabe. Oui, l'arabe. Lire, ma prof, Madame Monténégro, qui m'a beaucoup aidé. Et mes cousins. Comme ils étaient des petits, ils étaient les fils les enfants de ma tante. Et du coup, ils nous parlaient et tout, donc voilà. Et après, j'avais l'envie, j'avais grave envie aussi d'apprendre la langue. Jusqu'à maintenant, je fais des erreurs, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que représente la France à tes yeux? Et tout simplement, c'est le pays qui m'a redonné qui m'a donné une vie, qui m'a fait qui m'a montré que je peux réussir où je veux, de ce que je veux, peu importe mon ambition, et je peux réussir ici. Et la France m'a ouvert toutes les portes pour réussir. Voilà. Et que représente la Syrie, tes origines à tes yeux?
Et bah, c'est de là où je viens. Tu penses encore des fois, parce que et j'imagine que ce serait difficile d'y retourner aujourd'hui, non? Et j'ai pas envie en vrai. J'ai pas envie de retourner. Depuis que j'ai quitté le pays, j'ai jamais eu cette envie de retourner. Pour quelle raison? Parce que je suis très très bien ici. Et j'ai vu c'est quoi un pays qui protège, qui aime les citoyens. Donc tu te sentais pas comme ça quand tu étais là-bas? Je pense pas, je me sentais comme ça, non. Non, je pense pas. Surtout au niveau de sport et tout, c'était un peu dur parce que c'était pas. C'était toujours. C'est moi qui gagnais les compétitions, mais ils envoyaient d'autres gens. Parce que voilà, il y avait des corruptions et tout, ou peut-être c'était un fils d'un tel. Et voilà. Ici, non, si c'est lui qui gagne, ben c'est lui qui représente. Et c'est comme ça. Et tu as encore des contacts avec des gens là-bas? Oui, mes potes d'enfance sont toujours là-bas, qu'ils n'ont pas quitté encore la série, mais ils sont toujours. Il y en a qui ont quitté, il n'y en a pas, mais ouais, j'ai des contacts là-bas. Et comment ça s'est passé pour eux d'ailleurs? Ils t'ont raconté? Dur. Ah oui, dur. Très, très, très dur. Ouais, très, très dur. Pourrais-tu nous raconter, on va dire, ton premier combat, ton premier ressenti dans MMA? le ring? Ouais. J'étais super excité. Peut-être qu'avant, tu as fait des autres combats, du coup, avant le MMA. Alors, j'étais petit en vrai. Okay. J'étais petit. Je pense que les combats, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Un truc comme ça. Donc, tu as toujours eu l'habitude de ça? C'est différent. Ouais. C'est différent, mais ouais, j'ai eu des combats en kick. Pas en kick, en sanda. En sanda. En sanda, oui. Des combats, mais quand j'étais petit, c'était pas vraiment des combats, mais voilà, c'est différent. C'est différent parce que là, en fait, c'est autre chose. En fait, c'est construction de carrière. Là, tu vois ce que je veux dire? Là, tu faisais plus ça en loisir. Voilà, exactement. Et du coup, mon ressenti quand je suis monté sur le ring, déjà avant, j'ai dit à Hatch, il passera pas le premier round. Il dit ok, d'accord, on verra. Et il me souriait et tout. Et je monte sur le ring. Déjà avant le combat, en fait, Gaëtan, il me disait, il essaie de me calmer et tout. J'avais zéro stress jusqu'à maintenant. Avant de monter dans la cage, j'ai vraiment zéro stress. C'était un ring à l'époque. Ouais, c'était un ring. Ouais. Là, à monter dans la cage, j'ai vraiment zéro stress. Et là, je suis vraiment sans émotion, mais genre zéro. Un tueur à gages. Genre, un soldat, quoi. Ouais, voilà. Je peux tuer, ça me fera rien du tout. Même si tu mets KO ton adversaire, peu importe. Rien du tout. C'est le taf. C'est le taf. Une fois on a fini, là, je peux laisser les émotions prendre le dessus. Oui. Et pas beaucoup. Et comment tu l'expliques ça? Le fait je vais t'expliquer comment. Avant, mon caractère, en fait, ma personnalité, je suis trop quelqu'un d'émotif, c'est ça? Je suis trop sur l'émotion et ça m'a beaucoup désavantagé durant mes combats. Surtout le tournoi de 100% Fight contre Michael Kanguichev quand j'ai pris le KO. J'étais trop sur l'émotion et ça m'a désavantagé de ouf. Boum, KO. À partir de là, Gaëtan, comme c'est quelqu'un de très intelligent, en fait, ça lui tapait sur les yeux qu'il y a un problème par rapport. C'est même pas techniquement, mais c'est plus les émotions. Et en fait, il m'a beaucoup, psychologique, il m'a beaucoup aidé, lui et sa femme, Sylvie, c'est une psychologue pour ça. Ils m'ont beaucoup aidé à contrôler mes émotions ou à les sortir quand il faut, en fait. Et après ça, en contrôlant mes émotions, en fait, j'ai trouvé que je peux être encore beaucoup plus performant
Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie personnelle à garder, comment on dit, le contrôle sur les émotions parce que des fois, en fait, que ça soit que T'es plus trop énervé émotif, ou plus triste, ou voilà. Est-ce que tu écoutais ton coin, du coup, quand t'es... Alors, je vais te dire, jusqu'à combienième combat, je n'écoutais pas, jusqu'à mon... Alors, j'étais à 4-1, mon 6e combat. Du coup, j'ai commencé à écouter vraiment à partir du 7e combat. Ce que je faisais avant, c'est que j'écoutais soit avant le combat et entre les rounds. Entre les rounds, t'écoutais quand même? Ouais, entre les rounds, j'écoutais. Durant le combat, j'écoutais pas. Je faisais tout ce qu'il m'a dit, soit entre les rounds, soit avant le combat. Et après, il y a eu la défaite contre Kanguichev et après, tout le travail que j'ai fait sur moi-même, grâce à tout le travail que j'ai fait grâce à Gaëtan, Sylvie et l'apprentissage que j'ai eu durant ma préparation, j'ai fait mon comeback 100% fight. Et là, Gaëtan, en fait, il a compris dès le début, en fait, il y a eu un changement de ouf. Là, c'était, maintenant, Gaëtan, il le dit, maintenant, Michael, comme si je suis en train de jouer à la play, il y a ma manette, et juste, je lui dis, boum, boum. Et je l'écoute, on communique ensemble, et je dirais que ça m'a fait beaucoup évoluer par rapport à ça. Je suis devenu beaucoup plus dangereux. Avant de parler de tout ton parcours au 100% Fight, puis après dans toutes les organisations, tu as dit dans une interview que tu souhaitais marquer l'histoire. C'est ce que j'ai compris, que tu avais commencé les sports de combat dans le but qu'on se souvienne de toi plus tard. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, et sans manquer de respect à qui que ce soit, j'aime pas être comme les autres. J'aime bien me démarquer, j'aime bien être, je sais pas si ça se dit, mais spécial. Et pour être spécial, il y a des tonnes et des tonnes de champions. Combien de champions on a eu à l'UFC ou dans d'autres. Il y a des ceintures de toutes les organisations maintenant. Voilà, donc, tu vois, donc il y a maintenant des champions en paquet. Mais à la fin, tu vas t'en souvenir de quelques-uns. Tu vois, et c'est mon but de ça. Je veux, quand je serai plus en vie, quand les gens vont parler du MMA, et de dire mon nom après. Tu as envie qu'ils reviennent dans les mémoires des gens. Voilà. C'était, je crois que c'était pas Bob Marley, mais je sais plus qui disait ça, mais qui disait qu'en gros, quand la mort, c'est pas... Enfin, elle n'arrive pas à la fin de ta vie, en fait, elle arrive quand les gens ils se souviennent plus de toi. Oui, exact, oui. Tu vois, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais... oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est Bob Marley, je pense. Peut-être, peut-être. En tout cas, les gens se souviennent encore de Bob Marley alors qu'il est plus en vie depuis exact, tu vois. Il y en a plein, des gens comme ça. Mohamed Ali. Ouais, Mohamed Ali. Pareil. C'est ça. En fait, ils ont accompli des choses à côté des sports de combat qui font qu'aujourd'hui, c'est des légendes. Alors qu'il y a des mecs dans le sport, tu as des grands champions boxe anglaise, on ne se souvient pas forcément d'eux parce qu'ils n'avaient pas forcément de personnalité ou ils n'ont pas accompli des choses à côté. Oui, tu vois. Toi, c'est des choses vraiment qui te tiennent à cœur, le fait de... Comment dire d'accomplir aussi des choses à côté du combat. Oui, oui. Et c'est pour ça que je dis pour plus tard, quand je vais avoir de l'argent, c'est savoir investir, je sais que j'ai l'intelligence et je sais que j'ai l'intelligence pour apprendre aussi à comment faire tout ça. Oui. Donc toi, tu fais plus ce sport, on va dire, pour la gloire, forcément, que l'argent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent plutôt l'argent que le fait d'aller dans des grosses organisations. Après, ils se disent peut-être qu'ils auront le temps, mais... Toi, par exemple, j'aimerais te poser maintenant cette question, vu que ça va faire la parfaite transition. Si demain, on te propose un contrat à l'UFC, banal classique, 10-10 ou 20+20, donc non, c'est 20 000. 12, non? Ouais, 12. Ah, c'est monté à 12. Je sais 10. pas. Ouais, enfin un contrat basique, on va dire. D'entrée, en fait. D'entrée. Ouais. Et qu'on te dit, tu vas devoir gravir les échelons pour devenir champion de l'UFC.
ou demain on te propose un contrat, je sais pas moi, au KSW, au PFL ou au Bellator pour peut-être une centaine de milliers d'euros, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisis toujours l'UFC. C'est mon point de vue sans vraiment dénigrer tout. Les combattants qui choisissent, ils ont bien raison. Malgré la somme. Malgré la somme, malgré tout, mais c'est chacun et comment il voit les choses. Libre, ouais. Oui, tu as des tueurs à gages comme ça là. C'est un tueur à gages qu'il y a à l'UFC, il va raser tout le monde. Ou Baki dernièrement. Ou Baki, ouais, aussi. Mais moi, en fait, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais je suis sincère quand je l'ai dit. C'est Gaëtan qui m'a posé cette question un jour. Il m'a dit, en fait, tu as deux choix. Soit tu meurs, mais tu es super riche, tu as vécu toute ta vie super riche, ou tu meurs, tout le monde va se rappeler de toi, mais tu étais pauvre. Et bah, franchement, je choisis largement le deuxième option, oui. En soi, c'est une richesse pour moi. Tu penses que les deux ne peuvent pas… Ils peuvent, ouais. Bien sûr, ils peuvent. Bien sûr, ils peuvent. Ne me dis pas que Mohamed Ali qui était pauvre à la fin. Ne me dis pas. Ça, ouais. Ou Mike Tyson il sera pauvre à la fin. Non. En fait, moi, quand j'ai commencé le sport, j'ai dit, il ne faut jamais courir derrière l'argent. Courir derrière ton nom d'abord. Et t'inquiète pas, ton nom va ramener de l'argent. C'est beau, c'est vrai ce que tu dis. Le meilleur exemple, c'est Salah. Ouais. Ne me dis pas que quelqu'un d'autre il allait obtenir ce que Salah a obtenu. Non, mais c'est Parnasse. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, pour qu'on vienne te proposer un contrat comme ça, ouais, c'est que stop, voilà, exactement ça. Et c'est un tueur à gages, le mec, il est en train de tout raser. Et ben, il va y aller à l'UFC pour tout raser aussi, et j'en suis sûr et certain. Mais moi, c'est comme ça. Moi, je sais que l'argent, plus tard, ça va venir. Ça va venir, sûr et certain. Je suis sûr que ça va venir. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien sûr parler de ton parcours au 100% Fight. Oui. Donc, tu as effectué tes 9 premiers combats, si j'ai bien noté, au 100% Fight. Pourrais-tu nous parler de tes premiers combats là-bas et surtout un combat, moi, qui m'a particulièrement, on va dire, pas touché, mais qui a retenu mon attention, c'était le combat face à Ronnie Gomez. Donc, ah oui, donc ça, il a fini en no contest, le combat. Ouais. Mais pourrais-tu expliquer en fait ce qui s'est passé? Commence d'abord par ce combat-là. Bah, je pense. Ouais, vas-y. C'est une bonne entrée en tout cas. Oui, alors cette personne, si je le vois devant moi, je pense que je le piétine. Ah ouais, à ce point-là. Sérieux, ouais, si je le piétine parce que c'est… j'ai envie d'être vulgaire là, mais… Si tu as un message à lui adresser, tu peux regarder ici. Si tu as un message à lui adresser… Non, en vrai. Non, en vrai, le meilleur message que je peux lui dire, c'est regarde ton record, regarde le mien. Voilà. En fait, lui, le plus grand truc qu'il a fait dans sa carrière, c'est m'affronter. Et il pourra le dire plus tard parce que moi, je serai là où je suis encore, je serai encore beaucoup plus haut. On te le souhaite en tout cas. Merci. C'est normal. En fait, cette personne-là, il faisait tout sauf combattre. Je l'ai KOté 3 fois sur 3 rounds. Ok, à chaque fois, une fois par round, sur le ventre, parce qu'il y avait trop d'ouverture. Et Gaëtan, il me semble, me disait d'insister là-dessus, parce qu'en fait, il y avait trop d'ouverture. À chaque fois, il disait c'était sous la ceinture. À chaque fois. Je me suis voulu pendant longtemps à l'arbitre qui était dans le ring, mais bon, c'est comme ça, je dis c'est comme ça. En fait, à chaque fois il était touché, il disait sur la ceinture et tout, alors que c'était pas vrai. Et je me rappelle, il y avait, comment il s'appelait le photographe? Emmanuel, je pense, un truc comme ça. Ouais, je suis désolé si je me trompe. Non, pas de souci. Quand, à un moment, il abusait, genre, je pense que c'était le deuxième, il dit non, arrête, je l'ai sur le… Ouais, en photo. Le caméra, et même il parlait sur les arbitres et les juges, sauf qu'ils n'ont pas le droit de… Voilà. Seb, il faisait ça, il disait non, mais c'est pas possible. Seb, le speaker, notre speaker français. International.
Et du coup, ah oui, j'ai des vidéos. Je ne sais pas si tu veux que je les montre. Mais, enfin, je te l'envoie. De toute façon, tu on le mettras, ouais. Il prenait de la ventoline, entre les rounds. Ouais, entre les rounds. Et j'ai contacté le AFLD. Ouais, c'est interdit. Ouais. J'ai contacté la FLD, mais je pense pas qu'ils peuvent faire un truc parce que. Bah, quand même, je pense déjà à l'UFC, c'était un poids lourd. J'ai oublié son nom, mais il prenait de la. Hardy. Ouais, je le déteste, mec. Dan, non, pas Dan. Non, pas Dan Hardy. Mais je pense que c'était Hardy. Ouais, c'était Hardy. L'ancien footballeur, là. Ouais, américain, footballeur américain. Ouais. Il l'a pris et c'était en no contest après. Ouais, c'était même pas une défaite. Can I take my inhaler? Yes. Yeah. You sound approved. Let's go, kid. Ouais, lui, il prenait entre les rounds et carrément, il rampait pour revenir dans son coin. C'est ouf, ça m'a. Et sur les 3 rounds, c'était comme ça. Et c'est moi qui domine, que ça soit lutte, sol. Le combat, on ne peut pas le trouver, sauf si. Il y a des extraits, je crois. Des extraits, et c'était comme ça. À la fin, pour la décision, je m'excuse à Gaëtan, je dis, je suis désolé, j'ai pas pu le finir, mais enfin, à chaque fois, il dit non, mais t'inquiète, c'est bon, t'as la victoire. Et là, c'est lui qui gagne le combat. On regarde tous, mais à quel moment ils ont pu noter le combat pour lui? Et là, c'était un scandale. Décision partagée? Non, décision unanime en plus, je pense. Un truc comme ça. Et bref, après le combat, Gaëtan, il part parler avec les juges et tout. Ils n'ont pas pu changer le résultat pour enfin une victoire pour moi. En fait, c'est quand ça les arrange, parce qu'il y a des combats, tu vois. Ouais. Et ils l'ont mis en no contest. Je pense à Damien Lapillus qui lui aussi a été pris pour des problèmes de ventoline, etc. Et du coup, ils lui ont effacé tout son palmarès. Je pense que ces 3 combats, 4. Enfin, c'est ça, ils ne l'ont pas mis en no contest, ils l'ont mis en défaite. Et je me rappelle, Arthur Coraz, il a sorti les vidéos. Il a sorti les vidéos quand quoi il prenait de la ventoline l'autre. Et j'ai pété un câble. Jusqu'à que j'ai renvoyé, là récemment, j'ai renvoyé un message à AFLD, s'il vous plaît, normalement c'est une défaite pour ce petit con. Et monter à 13-3, il n'y a pas mieux. Parce que c'est pas du tout un no contest, c'était une victoire carrément pour moi. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est ton niveau de sèche et ton physique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en arrives à être aussi sec avant tes combats et comment est-ce que tu te prépares tout simplement? Comment je me prépare? En fait, à l'old school, il n'y a pas, on ne peut pas dire genre, on est en préparation de combat parce qu'on est tout le temps en prépa. On s'entraîne tout le temps. Le seul truc qui change dans notre préparation, c'est ajouter les shartanks. Tu vois? Tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas, même si on les a déjà filmés en plus. Les shartanks, c'est en anglais Shark Tank, c'est aquarium à requin. En gros, le combattant qui prépare son combat, il est au milieu. Et si c'est amateur ou pro, ça dépend 3 minutes ou 5 minutes. Et chaque 1 minute, il y a un adversaire, un partenaire qui vient. Du coup, il est tout frais, voilà. Et on commence par exemple à 4 semaines, on va dire, de combat. Première semaine, il fait 1 fois 5 minutes. Après, 2 fois 5 minutes. Après, 3 fois 5 minutes. Et après, la semaine de combat, c'est rien. Du coup, c'est le seul truc qui change. La dernière fois, mes derniers combats, c'était que pour la ceinture, c'était 5 fois 5. Du coup, on commence, au lieu de 1 fois 5, on commence par 2 fois 5, 3 fois 5, 4 fois 5. Et le 5 fois 5, je le fais au PAO, avec une très grosse intensité. Et plus le régime, voilà. Du coup, nous, l'entraînement est tout le temps juste ça qui change. C'est toi qui te fais ta diète? Oui, en fait, Gaëtan, il nous a aidés au début. Mais pour décharger Gaëtan de tout ça, parce qu'il s'occupe de tout, tu vois, que ce soit le management, les entraînements, tout. En plus, il n'a pas qu'un combattant, on est plusieurs à combattre.
Et du coup, il nous a donné des tips au début qu'après, nous, on a cherché sur Internet et tout. Et après, quand les jeunes ils sont arrivés, la deuxième génération, Ulrich, Wax, Duragrin, Ryan, Mehdi, enfin toute cette génération qui sont venus, et ben en fait, ils nous demandaient. Et ben du coup, nous, vous avez transmis ça. Voilà, on s'aide entre nous et voilà, il y a le régime. Comment t'en arrives à être aussi sec et on est en... Je sais pas. C'est naturel. Je pense que c'est naturel. D'avoir des gros bras comme ça. Enfin, je pense que c'est naturel. J'ai une force... par exemple, mes perfs, je ne sais pas si tous les 57 ils font de ça, que ce soit DC, soulevé de terre, squat. C'est quoi tes perfs en DC, c'est pas des perfs de ouf, hein, mais en DC, je suis à 110. Ah ouais. Et tu pèses combien en général 68. Ok, c'est pas mal quand même. 110. En soulevé de terre, la dernière fois que j'ai fait, normalement, c'était 160. Mais la dernière fois j'ai fait, je pense que j'ai enchaîné. Là, pour toi. Ah oui. Non, je regardais parce que là-bas on fait on fait là-bas la prépa. Non. Ah oui. C'est pour ça que je regardais là-bas. Ouais. Et en plus c'était là-bas. Et du coup la dernière fois en fait j'ai enchaîné, je pense 10 reps de 160. 10 reps à 160. Ouais, je pense. Et non, je suis en montant, c'était 7 reps. Okay. C'était 3x7 ou 4x7, un truc comme ça. Et tu as fait les 4 séries à 160 et c'était easy. Du coup, je pense que je peux. Mathis, ce petit con, il a tapé la barre de 200 kg. Soulevé de terre En soulevé de terre, ouais. Mais moi, j'étais blessé, du coup, j'avais grave envie de faire. Mais il est plus lourd que toi ou... Oui, il est plus lourd que moi. Lui, il a des cuisses, des quadrilles. C'est un monstre. Et du coup, je vais essayer de taper le 200 kg. Au squat, c'est combien Squat, j'étais à 140. C'est pas mal, ouais. Et quand tu fais 140, c'est ta RM ou tu en fais plusieurs quand même? Non, c'est mon max. À chaque fois, je t'ai dit les ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc vous faites quand même un peu de muscu aussi à côté. Ah ouais, c'est lundi. Nous, on fait prépa muscu. Pas que genre à l'époque. Tu vois, il y a des programmes qui nous donnent Gaëtan. Plus d'explosivité, on va dire. Oui, ça dépend. Il y a des fois, c'est une séance plus en explosivité ou en endurance musculaire. Il y a toujours un truc. Et le mercredi, tu étais là sur piste. La piste, ouais. La piste. Toi, t'étais pas là ce jour-là? J'étais pas là parce que je récupérais encore de mon genou. Ok. Tu t'es blessé au genou? En fait, mon dernier combat, avant-dernier combat, je me suis blessé durant le combat, c'était 5x5, du coup je me suis blessé au bout de 2 minutes de combat. Jungle Strike, ça? Jungle Strike et MMA GP. Et les deux, t'étais blessé? Non, en fait c'était collaboration entre les deux. Vrai. Oui, excuse-moi. Ouais. Et je me suis blessé au bout de 2 minutes de combat et j'ai fait 5x5 comme ça. Et après, une semaine après, je me suis opéré. Je me suis fait opérer. Tu ne le sentais pas pendant le combat? Si. Ah, c'était horrible. C'était horrible. C'était trop. C'était trop. C'était douloureux à mort. Comme j'ai dit, j'aimerais revenir très rapidement sur ton parcours au 100% Fight. Ah oui, pardon. Non, à chaque fois, on va on pense trop. Donc, tu as perdu 2 fois par KO dans ta carrière. La première fois face à Mikhail Kanguichev au 100% Fight et la deuxième fois au Brave, au troisième round, face à Azat Maksum qui est aujourd'hui à l'UFC. Il est en 15-1. Ah oui, pardon. Il est à 15-1, il est 1-1 à l'UFC. À l'UFC, en 15-1 en carrière. Qu'est-ce que tu as ressenti après ces 2 défaites? Enfin, après, tu as perdu une troisième défaite qui a été contre Mathieu Murciano par décision. C'est pas pareil, au HFC, c'est pas pareil, c'est pas on va dire Une défaite, c'est une défaite, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Perdre par KO, c'est pas la même chose. Contre Kanguichev, je pense que c'était le combat, c'était la défaite qui m'a beaucoup trop forgé, tu vois. Ça a été un déclic dans ta carrière? Ah ouais, c'était un déclic, oui, parce que en fait, j'ai compris l'émotion, c'est quelque chose de mauvais pour un combattant.
faut jamais monter dans la cage avec les émotions. Jamais. Et qu'est-ce qui te procure ces émotions d'ailleurs? Pourquoi tu étais... Je pense que c'est ma personnalité. Tu voulais à tout prix je sais pas mettre pourquoi. KO, quoi. Ouais, je pense, oui. Et c'était l'ego aussi qui m'a touché une fois. J'ai fait l'ascenseur, je dis ah ouais, tu veux me toucher comme ça? Et ben moi aussi je vais te toucher. Ouais. Un truc tout con quoi. Là, l'exemple parfait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça fait d'être mis KO? Enfin, c'était pas vraiment non plus un KO, t'étais pas inconscient, on va dire. Non, j'étais pas inconscient, mais j'étais genre fallait pas continuer. Oui, fallait pas continuer. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai merdé. C'est que j'ai vraiment merdé. J'ai senti, putain, j'ai une ceinture comme ça avec une telle visibilité et tout. En vrai, je m'en foutais de visibilité, mais j'ai perdu la deuxième ceinture que je devais normalement gagner. Fallait pas le perdre, j'étais favori du tournoi. Et il y a des gens carrément, ils disaient ah, pourquoi tu fais le tournoi? C'est bon, juste donne la ceinture à Michael et c'est bon. Et c'était ça. Okay. Alors, après le combat, je me rappelle, j'ai vraiment pas dormi pendant, je pense, 2 jours ou 3 jours. Ah ouais. J'arrivais pas à dormir. À chaque fois. T'avais la scène dans ta tête? Ah oui, j'avais la scène et je dis, où est-ce que j'ai merdé? Pourquoi? Et je me demandais trop de questions. Et Gaëtan, en fait, c'est là quand déjà, il m'a dit de directement revenir à l'entraînement, justement pour pas que ça me cogite trop. Ouais. Voilà. Du coup, je suis revenu directement à l'entraînement, sauf que je n'avais pas le droit à faire des sparring pendant, je pense, 1 mois ou 2 mois, suite au KO. Et pendant ce temps-là, il travaillait avec moi. Il me disait pourquoi, du comment, il m'a tout expliqué. Et moi, comment cette période-là était trop dure pour moi parce que, alors, il y a un truc, il faut le dire, il n'y a pas un moment, même pas une seule seconde, j'ai douté de ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas une seule seconde où j'ai dit « Ah putain, peut-être je ne suis pas fait pour ça ». J'ai toujours su ce que ce que je voulais et je savais ce que je vaux. Ok, c'est juste une erreur qu'il fallait le corriger et ne plus jamais le reproduire. Maintenant, comment? Il faut juste écouter Gaëtan, comme j'ai toujours fait, et faire en sorte d'effacer cette défaite. Ouais. J'ai profité du coup, dans cette période-là, de regarder tous les Avengers. Okay, en 2022, tu rejoins le MMA Grand Prix où tu as effectué 3 combats, dont un qui a marqué mon esprit. C'était face à Ezouaïr Bouarsa. Donc moi, pour expliquer le truc, j'étais en bord de cage. Mais vraiment, quand je vous dis en bord de cage, on était collés à la cage. Après, Abdel, il nous a mis des coups de pression parce qu'on était vraiment trop proches. J'avais collé, à l'époque, je n'avais pas encore de caméra, j'ai collé mon téléphone à la cage et j'ai reçu une goutte de sang pendant le combat de Michael sur mon bracelet. J'étais choqué. Et le mec, en fait, à côté, l'arbitre, il faut savoir que les arbitres, souvent, ils prennent des cafés et qu'ils mettent une sorte de sopalin au-dessus de leur café pour ne pas recevoir des gouttes de sang dans leur café. Donc, pour te dire que c'était super violent ce combat. C'était un bain de sang. C'est ça. Pourrais-tu nous décrire justement ce qui s'est passé? Pourquoi c'était aussi sanglant en fait? Je sais pas, mais il y a un truc. C'était lors de la même soirée en main event combattait Cédric Doumbé. Exactement ça, oui. Alors pour moi, ce combat était vraiment important parce que c'est en sorte prendre ma revanche sur le tournoi, là où j'ai perdu la ceinture de 100% Fight. Et parce que c'était Zuber qui avait gagné ce tournoi-là. Et aussi, c'était pour revenir numéro 1 en France dans ma catégorie. Tu n'étais pas numéro 1? Non, je n'étais pas numéro 1 encore. Enfin, j'y étais. Après, comme j'ai perdu face à Zat, voilà. Et du coup, on avait préparé ce combat. Là, le truc qu'il y avait de plus, c'est que Gaëtan a bien étudié Zuber, comme il était dangereux au sol, mais du coup, ce qu'il a fait, en fait, il l'a bien étudié. Il m'a dit, écoute, regarde, à chaque fois, il attaque de même côté, à chaque fois, il fait ça. En fait, en regardant
après ces explications-là, je dis mais putain, c'est trop facile le MMA. C'est trop facile. Pourtant, c'était une guerre le combat après. Et oui. Ouais. Et du coup, le combat, on était dans. Fred, il a fait. Fred Gang, il a fait un docu là-dessus et il l'appelle l'odeur du sang. Parce qu'on le voit, Gaëtan, il dit et dès que tu fais tout ça, tu vas sentir le sang. Et ça veut dire dès que je sens c'est là où faut y aller, quoi. Il faut que je dise un truc, sur ce combat-là, j'étais grave sur la retenue parce que Gaëtan, il me laissait pas de liberté de s'exprimer dans le combat. Je suis pas en train de le critiquer, hein, pas du tout. Il voulait pas que tu ailles à la guerre, quoi. Il voulait pas qu'on prenne le moindre de risque possible pour perdre cette ceinture. Et il m'a cassé le nez au tout début de premier round avec un coup de tête. Et c'est là où je perds le premier round. Et là, au deuxième, il me dit bon bah écoute, commence à relâcher un peu ton bras arrière. Parce qu'il m'a dit au premier round, lâche pas ton bras arrière. Et on savait que Boursa, il allait m'amener au sol. Sauf que je suis très, 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 très dur à amener au sol. Vraiment. Il n'a pas réussi. Et on le voit plus que le combat avance. Au début, en fait, j'anticipais, je faisais des sumigaishu et des trucs comme ça. À la fin, en fait, je ne bougeais pas, je restais, je le remontais, c'est tout. Et du coup, au deuxième round, quand j'ai commencé à mettre mon bras arrière, c'est là où je vais péter le nez et commencer à saigner. Et je sais que je tape trop fort avec. J'ai de la force dans les mains. Et le combat s'est transformé en bande de sang comme ça. Incroyable. Et je pense que si j'aurais pu accélérer un peu plus, j'aurais fini le combat, je pense, deuxième ou troisième round max. En tout cas, mais aussi, je voulais devoir en fait faire 5 rounds. Comment je finis après? Et j'ai fini les 5 rounds, j'étais même pas fatigué. Est-ce que tu pourrais nous expliquer nous raconter ton expérience au MMA Grand Prix, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément de vidéos sur le sujet, comme quoi il y aurait des combattants qui étaient impayés, etc. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter ton expérience personnelle? Et mon expérience personnelle, moi j'étais franchement traité comme un roi là-bas. Ouais. Pour dire la vérité, j'étais traité comme un roi là-bas. Certes, il y a eu de retardement de paiement, mais on sait pourquoi. Mais quand Abdel m'avait demandé de faire la facture, oui, pardon. Ouais. Non, parce que vous recontextualisez pour les gens qui connaissent pas. Quand il m'avait demandé la facture, je l'ai envoyée. Ouais. Je ne sais plus combien de temps après. Il m'a payé avec 10% de plus. En plus, tu as effectué 3 combats là-bas, c'était toujours bien passé. J'ai fait 4 combats. Ouais, c'est vrai que Jungle Strike. Et Jungle Strike, bien sûr. Ouais. Mais moi, j'étais traité comme un roi au GP. J'ai très bonne relation avec Abdel et sa femme Sonia. Donc, ouais. Rien à dire. Rien à dire. Tout le monde a des problèmes et c'est comme ça. C'est clair. Ouais. Aujourd'hui, on leur souhaite le meilleur parce qu'ils ont. Oui, j'ai vu qu'ils ont fait le truc d'amateur là, à Montpellier. Non, où est-ce qu'ils l'ont fait? Je sais plus. À Lyon. C'était à Lyon. À Lyon. Okay, ouais. Il y a quelques semaines, tu es devenu champion de l'Hexagone MMA. Est-ce que tu souhaites continuer là-bas ou comment est-ce que tu vois ton Alors, ce que j'ai dit dans les interviews que j'ai fait là-bas, déjà, j'étais très content de signer à l'Hexagone. C'est l'orga qui monte en puissance. Grâce à des ambassadeurs, les frères Porut aussi, Jérôme et Laurent sont top, sont adorables. Trop drôle. Ils viennent du catch en plus, je sais pas si tu le sais ça. Du catch à la base. Catch ouais.
Ah ouais? Ouais, ils viennent du catch. C'est pour ça que Christophe a juste là, le Ah, speaker. ok. Et Je les savais événements. pas. Ouais, c'est Christophe qui m'avait raconté ça. Ouais. Ah, ok, je savais pas. Il détenait le magazine Planet Catch à l'époque Ok. du catch. Ouais, voilà. Donc, Ah, je savais pas. ouais. Ok. Et mais je suis entré dans le bureau de Jérôme, c'est mignon, il y a plein de trucs et tout, des petites miniatures, Des figurines. Des figurines et Ouais. tout, c'est trop De quoi, trop de beau. catch Pas que de catch, il y a de plein de de trucs, MMA, ouais. de Olivier Tom, Ok. comment il s'appelle, Rodman et Jordan. Ok. Ouais. Ah, Dennis Rodman. Dennis Rodman, ouais. Ok. Et bref, on est là, c'est hors sujet. Ouais, non, franchement, ils sont au top. Ils m'ont bien traité dès le début. Mhm. Et en fait, là, notre objectif avec l'Hexagone, ce que j'ai dit, moi, si je signe à l'UFC, eh ben, très bien, c'est super bien. Ça sera un champion qui est parti un champion de l'Hexagone qui est parti à l'UFC. Mhm. Et si je reste à l'Hexagone, bah, je suis le champion là-bas. Ouais. Donc là, Jérôme, il est en train de tout faire pour que Tu signes à l'UFC. je signe à l'UFC. Pour rappel, il y a un peu l'UFC Paris. Oui, voilà, pour que je sois sur la carte de l'UFC Paris. Mais si ça ne marche pas pour là, bah, je ferai un combat à l'Hexagone et je pense que ça sera pour après. Il y a une autre organisation française qui monte, qui est déjà très, très bien installée, c'est l'ARES. L'ARES. Je crois qu'on t'avait fait une proposition, si je ne me trompe pas, pour affronter, tu me stoppes, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Aboubacar Younousov qui est en moins de 61 kilos. Pourquoi ça ne s'est pas fait, tout simplement? Non, c'était pas Younousov. C'était Peña ou Pena. Ah, Demarte Peña pour la ceinture. Peña, du coup, on dit. Demarte Peña, ouais. Ouais, voilà. Ah, c'était Demarte Peña, du coup, qui était champion. Voilà, parce que je pense. Alors, alors peut-être je me trompe, hein, mais à mes souvenirs, je pense que Younousov, il s'est blessé. Oui, je crois qu'il pouvait pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Younousov s'est blessé. Lee a pris le combat. Mais du coup, c'est lui le champion actuel. Lee Scott, ouais. Voilà. Qui ne veut pas défendre sa ceinture, d'ailleurs. Ah ouais? Bah, Aboubacar Younousov, il l'a pas affronté, là, tu vois bien. Ah oui, il a défendu sa ceinture intérimaire, Aboubacar Younousov. Ouais. Ah non, c'était pas pour la ceinture. Parce qu'il n'a pas fait le poids. Ouais, voilà. C'est ça. Et après, ouais, bah voilà, c'était ça. C'est pour ça que... Et aussi pour une autre raison qui est beaucoup plus importante, c'est que je venais me faire opérer. Au genou. Voilà. Donc tu pouvais pas accepter? Non. Mais sinon, tu aurais accepté ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Je pense. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ouais. Je sais pas. Faut, bon, en tout cas, il y a en fait, moi, on était concentré que sur mon genou. Mais après mon genou, en fait, on a reçu aussi une proposition de l'ARES, et d'ailleurs pas que de l'ARES, KSW, PFL, l'Octagone. L'Octagone. C'est pas mal l'Octagone en plus. Ouais, et Hexagone. Et avec Gaëtan, on a vu que la meilleure proposition, meilleure option en termes de tout, bah, c'était l'Hexagone. Ah bon, devant le KSW, à ton avis? Oui. C'était quoi? C'était financier? C'était un choix? Pas que financier, c'était un tout. Termes de, je sais pas, termes de confiance, termes de visibilité, termes de tout. Et en plus, Théo est là-bas, on sait très bien comment l'orga est. Ouais. Donc, c'était une des meilleures. C'était la meilleure option. Non, c'était la meilleure, clairement, mais de loin, hein, je parle. Il y a un combat que moi j'aimerais voir personnellement et que je pense beaucoup aimerait voir, c'est un combat face à Aboubacar Younousov, qui aujourd'hui, je pense. Ah bon, c'est pas le combat contre le blanc que tu aimerais voir? Attends, on va en discuter après. Ce que j'allais dire, c'est que lui, il est en moins de 61 kilos. Oui. Est-ce que toi, tu combats toujours dans cette catégorie? Comment ça se passe? Alors, je suis en 57, je suis bien installé en 57, mais s'il y a des combats à 61 intéressantes, oui. Mais là, je pense que moi, je suis arrivé à un niveau où je pense faut vraiment des mecs
qui sont bien classés, parce que je veux monter dans le classement, à les prendre et à monter dans le classement. Donc là, je suis devant Leblanc. Je pense là, il va... Non, pas je pense. Il va combattre aussi pour la ceinture de cage warrior, que j'espère qu'il va gagner. Il va pas forcément, peut-être, il va repasser devant toi s'il gagne cette ceinture. C'est sûr, parce qu'on a une place. Moi c'est 125, lui, c'est 126. Ah oui, vraiment. Ouais. Incroyable. Et en plus, Cage Warrior, c'est vraiment une grosse orga. Et j'espère qu'il va gagner. Il prend... j'ai oublié son nom. On en a parlé tout à l'heure avec Maxime. Ak. Ouais, c'est quoi son prénom déjà? Ak, il a combattu à l'ARES aussi. Ouais, contre Samir Faidine. Ouais. Ak, je pense. H-A-Q-U-E. C'est ça. Et du coup? Et pourquoi pas, on fera ce combat à l'UFC. Nicolas Leblanc, tu parles? Oui. Oui, je parle de Nicolas Leblanc, oui. Et qu'on fera ce combat à l'UFC. Mais tu penses que c'est une bonne option le fait d'affronter justement Nicolas Leblanc, qui est aussi un Français et, tu veux quoi de mieux? Tu sais, il y a tellement de gens... J'en ai parlé avec Fred en plus, mais le truc c'est que moi je pense que les Français, on doit se tirer vers le haut, tu vois? Ouais. Donc le fait de s'affronter, il y aura forcément un perdant et donc ça va impacter sur le reste de sa carrière. Il vaut mieux s'affronter par exemple au top à l'UFC que s'affronter au début à l'UFC Paris, je pense. C'est comme le combat William Gomis face à Yanis Guémouri. Ouais. Je trouvais que c'était assez dommage de faire ce combat. Après, c'est un combat que j'aimerais voir. Ouais. Techniquement, j'aimerais voir qui est le meilleur de vous deux, parce qu'en plus, vous étiez en même temps en 100% fight. Je crois qu'il y a un combat entre vous deux qui a été annulé. Non, c'était au KOC, à Cognac. Au KOC alors? Ouais. Ok, donc il a été annulé, je crois, en 2019, quelque chose comme ça. 2019, exactement. 2019, et en plus, vous étiez ensemble au MMA GP. C'est ça aussi. Vous avez combattu, je crois, le même soir ou... Le même soir, c'était quand j'ai pris Zuber. Ouais, c'est ça. Lui, il a pris Summerisen. C'est ça. Ouais. Que tu as affronté aussi. Que j'ai affronté, ouais. C'est ça. Vous devez forcément vous rencontrer. Mais... Oui, on devait à Cognac, déjà, ouais, c'est vrai, mais il s'est blessé au bras ou à l'épaule. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Nicolas Leblanc, toi? Je pense que c'est un bon combattant et je l'aime bien. Il est trop gentil, ce mec. Vraiment. Et sincèrement, je ne dis pas parce que c'est... L'autre fois, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? À Hexagone, non? Non, oui, à l'Hexagone, mais quel Hexagone? Je me rappelle plus. Moi, le dernier, je l'ai croisé, c'était au Zénith. Ah, bien joué, c'était au Zénith, ouais. Au Zénith. Donc, tu étais là aussi, je t'ai pas... Il est venu... Ouais, j'étais là, parce que c'est Yabins qui a combattu au début de soirée en amateur. J'étais pas là au début, ouais. Et du coup, il est venu... et je ne sais plus qui a dit « Ah, il est là derrière toi, il est derrière toi !» Et du coup, il est venu par derrière et il a essayé de me... Ouais. Non, en vrai, je l'aime bien. C'est un bon combattant. Je lui souhaite vraiment que de la réussite. Mais moi, je m'en fous qu'on se tire vers le haut, truc et tout. Certes, on peut se tirer vers le haut en faisant des entraînements ensemble et tout ça. Mais là pour moi, il y a une place que les gens sont en train de partager entre lui et moi. Ouais. Et j'aimerais mettre un terme à ça et confirmer qui est le meilleur de vous deux, quoi. Que c'est moi. Non, c'est pas qui, c'est moi. Ok? Et c'est pour ça, on devrait s'affronter même à plusieurs reprises, oui, mais je me rappelle plus c'était où. Alors, je me rappelle plus exactement c'était où à chaque fois, mais alors à mes souvenirs, c'était au Jungle Strike. D'ailleurs, il était là-bas. Et je dis putain, mais ça devait être toi dans la cage là avec moi et tout. Il dit ouais, mais bon, c'est pas grave, des trucs. Mais que ça se fasse, c'est que c'est le signe du destin, ça doit se faire à l'UFC forcément. J'espère que ça sera à l'UFC. J'espère vraiment que ça soit à l'UFC, comme ça au moins ça sera réglé dès le début. On clore le débat, quoi. Voilà, on clore le débat. Je confirme que non, c'est ma place et c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre du MMA? Pas complètement. Qu'est-ce que tu fais à côté? Je donne les cours de MMA. Où ça, à la old school? À l'old school, à Ponto et à Clamart. Ouais. Comment t'expliques ça?
comment t'expliques le fait que le MMA, aujourd'hui, même en étant le meilleur 57 de France, t'arrives pas à vivre du MMA? Parce que, comment je peux expliquer ça? Parce que tout simplement, le MMA, c'est très jeune comme sport. J'ai eu des difficultés aussi administrativement que j'ai pas pu avoir à signer dans des plus grosses, des grosses organisations pour justement que ma vie soit mieux et que je puisse dire que je peux vivre du MMA. Parce que tu n'es pas encore français, enfin, voilà. T'es pas, sur le papier, oui. t'as pas encore obtenu la nationalité française. Voilà, je l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais... Alors que tu représentes la France, encore une fois, comme je l'ai dit, et non la Syrie, ce que tu aurais pu faire. Hein. Oui, mais non, normalement, dès le début, c'était la France. Et même quand j'ai combattu à Brave contre Azat Maksum, il y a eu un petit problème là-bas où ils voulaient mettre le drapeau de Syrie. Parce qu'au Brave, pour rappeler, c'est une organisation du Moyen-Orient. C'est ça, qui est basée à Bahreïn, mais c'est une organisation internationale. C'est ça. Ouais. Et malgré ça, en fait, ils voulaient non, mais Syrie, truc. Je dis non, les gars, vous mettez français, sinon, voilà, je ne combats pas. Et ils ont accepté. Et revenons à ce que je disais, est-ce que je peux vivre ou pas et comment je peux expliquer ça? Parce que maintenant, pour vivre de ça, il faut vraiment être dans une très grosse organisation et être vraiment connu. Et encore, on connaît beaucoup de cas qui ont signé dans des grosses organisations et qui n'arrivent pas à vivre. Je pense à Pantoja, qui est en plus dans ta catégorie. Ouais. Au début, il n'arrivait pas. Ouais, il était livreur Uber Eats. Uber Eats, ouais, c'est ça. Bon, maintenant, il prend des gros cachets. Hein. C'est clair. Et c'est pour ça, je sais que moi, je suis différent par rapport à Pantoja, que je sais que plus tard, je vais toucher mieux que lui. Je le sais. Encore une fois, sans faire l'arrogant ou sans me gonfler autour, je sais que j'ai cette intelligence de bien m'entourer pour justement faire bien les choses. Ouais. D'ailleurs, comment tu l'expliques ça, le fait que tu as représenté la France sur plus de 20 combats, que tu n'as toujours pas les papiers français? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui justifie ça en fait? Tu veux vraiment savoir? Comment tu l'expliques? En fait, quand j'ai signé à Brave, j'ai signé pour 3 ans, il me semble. Ouais, pour 3 ans. Et comme c'est une organisation qui est basée à Bahreïn, quand j'ai fait ma demande de naturalisation en 2022, j'ai reçu le rejet de demande en octobre, 4 jours avant mon combat au GP, comme quoi qui rejette ma demande de naturalisation parce que j'ai combattu à Bahreïn et j'ai un contrat avec une organisation qui est basée à Bahreïn et c'est contre l'allégeance française. Pourquoi le Bahreïn, ils s'entendent Non. Il y a un problème? Non. Non, c'est juste la personne qui a pris mon dossier. Je pense qu'il n'avait pas envie de travailler ou je sais pas, il a pas vu mon dossier en intégralité. Et voilà. Donc, déjà, je ne comprends pas. Personne n'a compris. Mais quel est le lien entre la naturalisation et le fait que tu es combattant? Ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, pourquoi Alors, pourquoi j'ai mis mon contrat? Oui. Oui, parce qu'en fait, dans les conditions pour justement avoir la naturalisation, déjà, faut que je répète, il faut que je dise un truc, c'est que la naturalisation, c'est pas un droit. Tu peux remplir toutes les conditions possibles, ok? Et ils te disent non, c'est jamais un droit. Et du coup, moi, j'ai mis ce contrat-là pour montrer, regardez, moi, je peux gagner. Ouais, en plus, c'était un contrat très, très, très intéressant.
Si j'aurais continué avec Brave, j'aurais pu dire oui, je vis, je vis du MMA. Sincèrement, j'aurais pu, j'allais dire donc, ça. Ce contrat, tu ne l'as pas signé au final? Si, je l'ai signé. C'était signé. J'ai fait une seule fois. Non, ouais. Il me restait 4 combats. Ouais. Mais j'ai pas pu parce qu'à chaque fois, ils me proposaient en Russie, en Corée du Sud, Brésil. Et pourquoi tu peux pas? C'est parce que tu dois payer Non, c'est pas ça. À chaque fois, à Abu Dhabi, en fait, à chaque fois, je demandais le visa. Ils me disaient non, on peut pas te donner le visa à un réfugié. Ils me refusaient le visa. Ok. Franchement, moi, si j'avais été à ta place, ouais, je sais pas comment. Du coup, en fait, le fait que tu signes à l'Hexagone, c'est aussi une meilleure proposition par rapport à ça. Le fait que ce soit une organisation française, c'est plus simple pour toi, non? Oui, sûrement. Oui. Parce qu'il y a certains pays où tu peux pas aller combattre. Oui, c'est ça. Tant que c'est en dehors du Schengen, je peux pas. Et pour l'UFC Paris, d'ailleurs, c'est une obligation le fait que le fait que tu aies ta naturalisation, pardon, c'est obligatoire pour combattre à l'UFC Paris ou pas? Je pense que oui. Tu penses? Je pense. Je pense. En fait, donc, je vois pas. Ta situation soit régularisée. Je vois pas pourquoi l'UFC ils vont signer quelqu'un qui va combattre qu'une fois par an. C'est sûr, c'est un problème, tu vois. Mais même toi, ça te restreint pour voyager, etc. Oui. Mais je sais que là, avec ma signature à l'Hexagone et tout, ça va beaucoup débloquer. D'ailleurs, aussi, grâce à ma victoire à l'Hexagone, j'ai eu plein de sollicitations pour justement m'aider pour mes démarches. Grâce au fumier aussi. C'est ce que je te jure, j'allais dire shout-out à Maître Fumier. Big up. La caméra, elle est toujours allumée ici? Ouais, tu peux leur... merci les gars. D'ailleurs, merci pour plein de choses. À chaque fois, ils me font la com. Mes followers, ils montent. Du coup, j'ai pas besoin d'acheter les followers. Non, en vrai, ouais, à chaque fois ils parlent de moi, ils me font monter mon Instagram. C'est en partie grâce à eux aussi que j'ai trouvé une alternance parce qu'ils ont diffusé mon annonce et du coup Fred il a vu leur story et il s'est rappelé que je lui avais demandé une alternance et du coup boum, il m'a contacté. Ah etc. cool, ouais, cool. Ouais, non, en vrai, non, vraiment big up à eux, merci. Ouais, du coup, grâce à eux, il y a le maire de Bourges qui... alors, dès le début, il m'a dit... d'ailleurs, grâce à eux, ils l'ont mis en contact avec moi. Du coup, je l'ai mis en contact avec mon avocate pour qu'ils voient entre eux comment ils peuvent m'aider. Et voilà. Et dès le début, il m'a dit, écoute, Michael, je te promets de rien, mais je vais tout faire pour qu'on sorte. Si je peux t'aider, je le ferai. Et voilà. Magnifique. Ouais. On va voir si ça va marcher ou pas. Aujourd'hui, tu es devenu papa. Ton enfant est présent ici. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Professionnel, rien du tout par rapport à le MMA parce que je suis trop focus sur mon ambition, ma carrière et tout ça. Sincèrement, ça n'a rien changé. Il y en a qui me disent « Ah, ça t'a donné plus la dalle pour réussir ?» Non. Tu avais déjà la dalle. J'avais déjà la dalle, j'avais déjà envie de réussir et ce que je dis aussi, si jamais ça arrive un truc pour que ça me donne plus envie de réussir, en vrai, j'avais pas envie de réussir dès le départ. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Professionnellement, ça n'a rien changé à ma vie. Personnellement, ça a changé beaucoup de choses, oui. Comme quoi? Que maintenant, il y a un petit truc là, qu'il faut le protéger, il faut tout lui apprendre, il faut prendre soin, Il a combien de mois? C'est un gars? Ouais, c'est un garçon. Ouais, on l'a appelé Léandre. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Au début, on ne savait pas comment on l'allait appeler. Et ma copine m'a dit Léandre, j'aime bien. Et là, ça flashait dans ma tête. Pour moi, Léandre, Léonidas,
Ça rime. En plus, mon grand-père s'appelait Leonidas. Donc, ah bon? Incroyable. Ouais. Bah, c'est un grec en fait. Ah, t'as des origines grecques alors? On va dire. Ouais, on va lointaine, dire. quoi. Ouais. Et tout ça, donc je dis boum, boum, allez, c'est le prénom à choisir. Et on l'appelait Léandre. T'aimes pas qu'on l'appelle Lélé? Ah ouais, j'aime pas Lélé, non. Ok. Ouais. Aujourd'hui, ton enfant, il est pas en âge de comprendre ce qu'on fait, etc., ta carrière. Est-ce que tu aurais un message à lui adresser pour les prochaines années? Et Tu peux bah, regarder la caméra. un message. Hmm. Oui, 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 oui. Bah déjà d'être respectueux tout le temps, courageux. Faut avoir peur de rien. Et quand tu crois à un truc, fonce, même si toute la planète est contre toi. Si tu crois fort à ça, bah, tu fonces. Il faut que papa soit d'accord, bien évidemment. Hein? Il faut que papa soit d'accord. Et bah, je serai d'accord, si c'est un truc bien, je serai toujours d'accord avec toi, oui, sûr. Et tu auras tout mon soutien, ouais. Mhm. D'ailleurs, est-ce que tu aimerais qu'il fasse des sports de combat? Comment tu vois sa vie? Alors, c'est cette question, tout le monde me la pose. Moi, ce que je dis, je ne vais pas l'obliger à devenir professionnel. Mais par contre, je vais l'obliger à avoir un très bon niveau. Pourquoi? Pour déjà, il va apprendre plein de trucs. La discipline, le respect, l'hiérarchie, comme on a dit. Et aussi, il va avoir confiance en lui. Et c'est très, très important. Surtout à nos jours, surtout les générations qui sortent. Je ne peux pas faire l'ancien et dire de pire en pire. Avec la génération mais des réseaux voilà, sociaux. Exact. Et aussi pour plus tard, si jamais, moi je suis pas. Si lui, avec sa maman, il arrive un truc, qu'il puisse la défendre. Ou il est avec sa copine qui voilà. Copine, il me dit tout le temps, ouais, non, il aura jamais de copine, il sera toujours mon enfant et tout. Moi, je lui dis tout le temps, il va avoir une fille qui va le voler comme toi, tu m'as volé de mes parents et ça sera réglé. Et ouais, du coup, ça sera son choix s'il veut passer professionnel ou pas, mais il sera obligé, oui, d'avoir un bon niveau et savoir combattre. Dernière question pour toi, Michael. Bon, c'est une question assez spéciale, hein, je l'ai posée aussi à Alexis Nicolas. Est-ce que tu auras un message à adresser au Michael du futur, au Michael de ces prochaines années? Quelque chose à lui dire? À toi de voir. Ah, très bonne question. Si j'ai un message à adresser à toi-même dans ces prochaines années? Oui. C'est presque le même message que j'ai adressé à mon fils. Je dirais de continuer à être la personne que tu es. Ne jamais lâcher malgré les problèmes que tu vas avoir. Tu as toujours su surmonter ça et tu vas savoir surmonter les problèmes qui vont venir. Et continuer à faire confiance à Gaëtan. Et continuer d'être beau gosse. C'est important. Non, en vrai. Et continuer tes défenses de titre à l'UFC, parce que forcément, ça. Alors, il faut déjà y aller choper la ceinture et puis on. Ça se trouve, le Michael qui te regarde, il a déjà la ceinture là. Oui, c'est vrai. Continuer à défendre tes ceintures, tu as intérêt à battre le record de Demetrious Johnson. Et oui. Et marquer l'histoire. N'oublie jamais ton ambition de base. Bah écoute, merci beaucoup Michael d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal, c'est normal. Et bien on se dit à très vite pour ton prochain combat, on espère.
N'hésitez pas à suivre Michael sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. T'as quoi? Instagram? Insta, Twitter. Ah, maintenant, je me suis mis sur TikTok aussi. Ah ouais, TikTok? Ouais. Mais alors n'hésitez pas à suivre Michael sur TikTok. J'ai plein de trucs à apprendre encore sur TikTok. J'arrive même pas à savoir qui me follow, qui non. Je vois un truc qui monte, j'arrive pas à savoir qui. Donc, il n'y a pas de souci, on te montrera ça en tout cas, Michael. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bon, ça, je le dis jamais. Et puis voilà. Ciao, ciao. À très vite sur YouTube. Ciao.